C'était une mauvaise idée d'être à l'Assemblée, c'est ça? Non, mais par rapport à tout ce que j'ai dit, quand on n'était pas à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas savoir tout ce que nous sommes en train de dire. Il fallait y être pour que le peuple sache que nous avons fait des questions. Et en son temps, nous avons publié ces questions. Il fallait qu'on soit à l'Assemblée nationale pour provoquer certaines questions. Donc, il fallait qu'on soit à l'Assemblée nationale également pour que lorsque le gouvernement a voulu modifier la Constitution, il fallait qu'on soit à l'Assemblée nationale pour faire le débat autour, pour dire au gouvernement que c'est une mauvaise idée de vouloir réviser la Constitution en ce moment et que cette révision était opportuniste et qu'il fallait aller contre. Donc, je pense qu'il était nécessaire, j'ai parlé de l'image que nous donnons aujourd'hui à notre Assemblée nationale. J'ai parlé également des questions que nous avons adressées au gouvernement. Un parlement monocolore, un parlement acquis à la cause du président Patrice Talon n'aurait jamais posé ces questions. Donc, même si le gouvernement ne répond pas, il sait aujourd'hui qu'il est suivi et qu'il y a des pratiques qu'il ne peut pas faire. Donc, moi, je pense que c'était hyper important que l'opposition se retrouve, même si nous sommes en minorité. Nous avons empêché, par exemple, la modification de la Constitution, la révision de la Constitution. Alors, si on n'y était pas et que le gouvernement avait le président Patrice Talon avec les 100% des députés, alors j'imagine qu'est-ce que le Bénin serait aujourd'hui. Mais qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans l'attente que le régime de la rupture finit en 2026. Mais si nous n'étions pas là, qui dit qu'il y a un espoir qu'on ne révise pas la Constitution pour nous amener à un autre mandat? Donc, je crois que c'est nécessaire qu'on y soit et pour toutes les raisons que je viens de citer. C'est un fier chemin que vous avez parcouru jusque-là. C'est ce que vous dites alors? Oui, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, malgré notre nombre. Malgré notre nombre. Il arrive que la mouvance même se demande si les 28 ne dépassent pas les 81 qui sont là. Mais imaginez, quand on n'était pas là, on avait un parlement qui avait la radio, la télévision, et qui faisait ses émissions en direct. À cause de notre présence, ne serait-ce que de notre présence, aujourd'hui, mais les plénières du Parlement ne sont plus en direct. Mais c'est à cause de nous. C'est à cause des 28 députés. C'est à cause de ce que nous dénonçons, ce que nous pensons qu'il ne soit pas juste pour la République. Donc, ce n'est pas notre présence a servi au peuple, a servi que le peuple sache ce qui se passe dans les 4 murs de l'Assemblée nationale. Avant, ce n'était pas possible. Il circule également dans l'opinion l'idée d'un malaise entre vous et l'honorable Éric Maleté, premier vice-président du parti. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ces allégations? Moi, je pense qu'il faut laisser à la rumeur de dire ce qu'elle dit. L'essentiel, c'est ce qui se passe au sein du parti Les Démocrates. Vous ne vous en tirerez pas aussi bien à bon compte. Je viens. L'essentiel, c'est que le parti se porte très bien. L'essentiel, c'est qu'il y a un chef, et c'est ça l'avantage du congrès de Parakou. Il y a un chef qui incarne le parti, qui est respecté de tous, et à qui tous rendent compte.
au sein d'un parti politique comme le nôtre, un grand parti comme les démocrates, il peut y avoir des courants. Et j'imagine que ce que les gens appellent division, les gens appellent querelle, et moi-même je l'entends autant que vous, mais il n'y a pas de division au sein des démocrates. Il n'y a que des courants d'idées. Et ces courants d'idées nous permettent d'aller de l'avant. Au sein du même parti, avec la même vision idéologique, il y a plusieurs courants d'idées. Est-ce que c'est pas gênant? C'est pas gênant, pas du tout. C'est pas du tout gênant. Et dans toutes les grandes démocraties, vous allez voir ça. Vous allez au Parti socialiste, vous allez voir ça. Quel est votre courant d'idées? Écoutez, oui. Je n'ai pas dit idéologie. Je n'ai pas dit. Est-ce que vous êtes dans le même courant que le président, le premier vice-président, deuxième vice-président, premier vice-président? Est-ce que vous partagez les mêmes courants d'idées au sein de votre parti? Oui, nous partageons les mêmes idéaux politiques, les idéaux politiques du parti, nous les partageons ensemble. Mais comment aboutir à ces idéaux? On peut diverger par moment. Vous avez des divergences évidemment profondes. Non, pas profondes. Toujours est-il que nous sommes ensemble pour tout faire. Et je vous assure que c'est les vues d'esprit. Tout ce qui se raconte les vues d'esprit. Non, il ne veut pas me convaincre. Moi, je vous convainc. Je pense que vous devez vous convaincre qu'il n'y a pas de problème. Je vois votre sourire et je me dis, est-ce que vous n'essayez pas de nous faire passer? Non. Je suis sincère. Et j'essaie d'être le plus sincère que possible. Parce que je ne sais pas mentir. Il n'y a aucune crise au sein des démocrates. Il n'y a aucun problème entre Éric Ndeté et la personne de Nouréni Achadé. Alors, tous ceux qui racontent ne savent pas de ce qu'ils disent. Mais sur un problème donné, sur un point de vue donné, on peut diverger. Ça, c'est naturel. Même avec le président du parti. Il m'arrive de dire, président, ceci, si on fait cela, c'est mieux. Mais si je crois que c'est le plus important. Si nous sommes à la veille des élections, oui, et que le parti Les Démocrates est aujourd'hui le parti le plus en vue, bien sûr. Voilà, et qu'il y a ces divergences-là qui semblent entretenir un certain malaise au sein des militants et tout, est-ce que vous ne pensez pas qu'il urge... Aucun militant n'a dit qu'il y a malaise. Aucun militant ne vous a dit qu'il y a malaise. Moi, je ne suis pas un démocrate. L'opinion le dit. L'opinion le dit. L'opinion le dit sans savoir ce qu'elle dit. Je vous assure qu'il n'y a aucun problème au sein des démocrates. Est-ce que vous seriez prêt à faire des compromis si éventuellement le parti portait son choix sur Éric Ndeté? Parce que si aujourd'hui la question de la division interne prend cette importance, c'est parce que nous sommes à la veille de la présidentielle. Et qu'il se dit que vous seriez... S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Il n'y a aucune division au sein du parti Les Démocrates. Et je vous ai dit, il y a quand même, nous avons un chef qui incarne l'unité du parti. Et au deuxième plan, nous qui sommes au deuxième plan, nous travaillons pour qu'il n'y ait pas de division. Et je vous assure que le parti est au-dessus de nous tous. Ce que le parti aurait retenu, nous tous, nous allons nous plier. J'ai rencontré, il y a quelques jours, un député français qui me disait qu'il est de la majorité de Macron. Il dit qu'il y a 2 ou 3 points sur lesquels il converge avec Macron. Il ne votera jamais la loi sur... les propositions de loi pour le vote de défiance contre le gouvernement. Il ne le fera jamais. Le budget de l'État, il votera toujours pour. Mais pour le reste,
c'est son opinion qui compte. Donc, quand vous êtes dans un parti politique, vous pouvez avoir vos opinions. Mais l'opinion générale du parti, vous avez l'obligation de suivre ça. Donc, je vous assure que les concessions, si c'est tel qui est désigné, si c'est tel autre qui est désigné, nous sommes militants, nous sommes responsables, nous sommes soumis au parti. Quelle que soit la nature, quel que soit qui nous sommes soumis au parti. Soumis au point de vous mettre en retrait si éventuellement il y a des primaires. Ce n'est pas ça la soumission. Okay. Quelle est votre définition de soumission? Je dis, nous faisons ce que le parti décide. Ce que le parti décide dans son ensemble, c'est ça. Tout militant est obligé de faire. Et au premier chef, ma personne. Donc, aucun de nous, aucun responsable, en tout cas, ils ne sont pas ici, je parle au nom du parti, aucun responsable du parti ne peut faire autre chose que ce que le parti aurait décidé. Nous étions au Congrès, c'est quand même le parti Les Démocrates, qui n'a pas envisagé que le parti va se casser à l'issue du Congrès. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il ne se passera rien. Mais il y avait beaucoup de frustrations. Mais les frustrations ont été gérées en l'interne. On les gérera de cette manière toujours. Quelle que soit la main invisible qui viendra de l'extérieur, nous allons gérer nos frustrations à l'intérieur. Donc vous donnez une assurance formelle à l'opinion que tout va bien au sein du Parti des démocrates? Je suis très formel. Et je le dis avec conviction. Il n'y a rien entre Eric Ndete et Nouréni Attiadé. Le parti se porte très bien. Alors, et il n'est pas interdit à Nouréni Attiadé d'avoir ses désirs, de vouloir quelque chose que peut-être le président Eric veut. On pourrait fantasmer sur un duo entre vous président, lui. Mais si c'est ce que le parti décide, on verra. Nous sommes des militants. Nous sommes des militants. Nous ne sommes pas des extras. C'est les militants qui ont voulu qu'on soit premier vice-président, deuxième vice-président, et nous le sommes. Donc, si on fait autre chose que ce que les militants veulent, ça veut dire que nous ne sommes plus responsables. Il faut quitter nos positions pour donner avantage à d'autres qui vont respecter. Est-ce qu'il y a un courant qui est plus fort que l'autre? Parce que, de facto... Le courant qui est plus fort l'emporte sur l'autre courant. C'est simple, c'est le jeu de la démocratie. Vous êtes bon joueur, alors? Évidemment. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous voudrions vous entendre actuellement sur la politique publique du régime en place. Le régime de la rupture, ou bien le régime de la rupture estime aujourd'hui que l'industrialisation du pays est l'une de ses réussites, notamment à travers la zone industrielle de l'Odjibé, GDIZ. Alors, est-ce que vous avez le même regard, que c'est une réussite pour le régime de la rupture? Merci beaucoup. Au Parti Les Démocrates, et nous l'avons dit tout le temps, nous sommes pour l'industrialisation du pays. Ça, c'est un acquis. Donc, cela veut dire que nous sommes pour ce qui se passe à Glodjibé. Mais je veux rappeler que la même chose qui se passe à Glodjibé existe à Lomé. Et si vous allez, ça s'appelle PIA à Lomé. C'est les mêmes acteurs qui sont à Lomé qui sont à Glodjibé. Mais ce qui se passe au Bénin comme industrialisation, moi personnellement, je me demande si c'est de cette industrialisation que nous avons besoin. Je me pose cette question. Pourquoi? Parce que, monsieur le journaliste,
L'avantage de l'industrialisation, c'est que nous créons la plus-value. Il faut créer une plus-value. Il faut créer l'emploi dans le pays. Il faut permettre que les produits de l'usine soient accessibles aux populations et à moindre coût. Alors, je pense qu'au Bénin, c'est tout à fait le contraire qui se produit. Les Béninois travaillent. Oui, j'en viens. C'est tout à fait le contraire. On ne fait pas l'industrialisation au détriment de ceux qui produisent la matière première. Et lorsque vous le faites, vous risquez de faire arrêter l'industrie à un moment donné. Et ce qui se fait au Bénin aujourd'hui, avec les paysans, les agriculteurs, les producteurs, qu'on est en train de chosifier, qu'on est en train d'esclavagiser, je crois que ça n'a pas, l'industrie n'a pas de beaux jours devant. Pourquoi trouvez-vous qu'il s'agit de l'esclavagisme? Voilà. Le producteur, lorsqu'il fait son produit, fait son champ, ça a un coût. Et lorsque ces produits, le gouvernement lui impose le prix de vente et qui est en désaccord avec les efforts qu'il a fournis, je crois qu'il n'est pas encouragé à continuer la production. Et c'est ce qui se passe au Bénin aujourd'hui. Alors, on impose un prix de vente aux paysans. Et ce prix de vente n'est pas le prix du marché. Parce que je viens de vous dire tout à l'heure que le Togo également a les mêmes usines que le Bénin. Et les acteurs qui sont au Togo sont aussi au Bénin. Comment se fait-il que ces acteurs-là achètent plus cher au Togo au prix, à double prix au Togo, et au Bénin on leur impose le bas prix? Donc, je prends un exemple, le cajou, dont la campagne est en train de finir. Le Togo est dans les environs de 700 000 francs la tonne. 750 000 la tonne. La campagne qui est en train de finir. Au même moment, on impose à nos producteurs de vendre à 370 000. Alors, je vais poser la question, si vous pouvez me répondre. La différence de prix là, c'est pour qui? Dites-le. Mais c'est parce que je ne sais pas que je pose la question. Mais la réalité au Bénin ne sont pas celles au Togo. C'est quelle réalité? C'est quelle réalité? Moi, je suis d'une commune frontalière avec le Togo. Alors, c'est 5 km. Ça veut dire quoi? Le paysan qui est à 5 km vend son produit à 700 000 la tonne. Mais nous, on est ici, on va vendre à 370 000 la tonne. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas bien. La différence profite à qui? Les usines, les acteurs qui sont à Boulot-Jibé sont exonérés des impôts et taxes pour 17 ans. Pour 17 ans et demi. On va me dire que c'est comme ça se passe dans les zones industrielles. Je suis entièrement d'accord. C'est déjà un avantage. C'est déjà un avantage. Ils achètent à moitié prix. Encore un autre avantage. Il y a des conventions sur l'énergie, l'électricité et tout ce qu'ils consomment là-bas. C'est encore un avantage. Vous trouvez qu'il y a S'il trop vous plaît, d'avantages? je vais en venir. La main d'œuvre. On a vu, nous, gens, des ouvriers
qui ont parlé la dernière fois. La misère qu'ils connaissent dans ce secteur. On nous dit encore que les travailleurs, qu'on pense que on est en train de résorber le chômage et qu'à travers l'usine, on nous dit que c'est l'ANPE qui paie le salaire. Ça veut dire l'État qui paie le salaire. 45 000 francs que l'ANPE paie et c'est seulement 7 000 francs que GIZ paye. Encore un autre avantage. Mais madame, dites-moi, est-ce que sur le marché béninois, vous avez vu un seul produit de GIZ? Comment vous pouvez dire ça? Non, mais je demande. Il y a des produits, il y a déjà des produits. Où est-ce que vous en avez? Allez dans les grands magasins. Moi, je vais dans les grands magasins. Mais même les tourteaux, les déchets qui sortent de là sont inaccessibles aux simples béninois. Sont inaccessibles. Les tourteaux là qu'on peut acheter pour nourrir nos animaux. C'est impossible. C'est cher. On ne peut pas les acheter. Mais en principe, quand il y a l'industrialisation, le textile, mais on devait avoir les habits moins chers. Mais aucun habit de GIZ n'est sur le marché béninois parce qu'on ne peut pas acheter. J'ai l'impression que vous faites preuve d'un peu de mauvaise foi. Si, lorsque vous comparez le Togo et le Bénin, je suppose que la zone industrielle du Togo date. Le Bénin est en train de prendre ses marques. Et vous avez trouvé que c'est quand même une très bonne initiative. Jusqu'à date, quelles sont les propositions que vous avez eu à faire pour améliorer ce qui a été mis sur pied à Glodjibé? À Glodjibé, oui. Mais madame, au Parlement, par exemple? Non, ce n'est pas un dossier du Parlement. Non, vous auriez pu aborder la question au Parlement. Oui, je t'ai dit tout à l'heure que le gouvernement fuit les questions des députés à l'Assemblée nationale. Et vous connaissez la nature de la gouvernance que nous avons. Vous allez aller... Les gens pensent qu'ils ont la science infuse et qu'ils n'ont pas besoin des autres pour avancer. Mais puisque nous ne sommes pas au Parlement. Écoutez-moi. Madame, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Je pense, moi, que lorsqu'il y a industrialisation, il y a du textile, l'industrie du textile dans un pays. C'est pour habiller les enfants de ce pays. Ce n'est pas pour aller habiller l'extérieur. Est-ce que l'industrie de Glodjibé là nous habille? Ça fait au moins 2 ans, 3 ans. Il fonctionne. Avec notre coton. À côté, est-ce que vous voyez la petitesse du marché béninois? Est-ce que peut-être... Oui, mais est-ce que, étant entendu que le marché du Bénin est petit, est-ce qu'on l'a couvert déjà? Couvrons le petit marché. Mais nos habits viennent pour la plupart de la Chine. De la Chine. Ou de la friperie. Mais il faut tuer le marché de la friperie. En proposant les marchés de Glodjibé. Mais ce qui est impossible aujourd'hui, parce que c'est inaccessible, c'est à l'exportation. Mais qu'est-ce que vous proposez, monsieur Adjibé? Je propose que quand on a fait tous ces avantages-là à l'usine de Glodjibé, aux usines de Glodjibé, c'est pour qu'on ait un emploi décent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On crie qu'on a créé l'emploi, on a créé l'emploi. Mais madame, je vous dis, c'est en déconstruisant l'emploi ailleurs qu'on dit qu'on a construit l'emploi. Mais tout l'emploi qu'on tue auprès des producteurs par rapport aux intermédiaires, les intermédiaires qui collectent les produits tropicaux, mais imaginez, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes on utilise pour faire la collecte. Mais on tue tout ça là aujourd'hui au profit des opérateurs. Et ces opérateurs, on leur donne tous les avantages possibles. Parlons des avantages, vous abordiez tout à l'heure les exonérations.
Vous me reprochez quelque chose? Moi, je ne reproche rien. Je dis qu'ils ont ces exonérations, mais à quoi ça sert encore de tuer les producteurs à leur profit? Vous, au pouvoir, vous allez revoir le contrat qui lie les producteurs et les entreprises agroalimentaires. Il n'y a aucun contrat, aucun contrat qui les lie. Est-ce que vous allez également sauter les exonérations? Écoutez-moi, oui. Pour nous, le producteur, on clairera que l'État subventionne les intrants agricoles. Dans tous les pays, l'État subventionne. Ce n'est pas parce qu'on a subventionné que le produit devient la propriété de l'État. Ce n'est pas parce qu'on a subventionné l'intrant que le produit devient la propriété de l'État. Et dans tous les pays, ça se passe. Et lorsque vous subventionnez, peut-être vous avez la priorité d'achat. Vous avez la priorité d'achat. Vous n'avez pas le pouvoir de fixer le prix à l'agriculteur. À ce niveau-là, comment vous faites? Non, oui. Je pense qu'il faut libérer les prix. Il faut permettre aux paysans, comme par le passé, de vendre au prix du marché. Permettre aux paysans de vendre au prix du marché. Il faut libérer. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? D'abord, ils ont introduit l'agrément que l'État doit donner aux exportateurs des produits tropicaux. Et c'est cet agrément-là qui fait qu'il n'y a aucun acheteur de produits tropicaux au Bénin et tous se sont déversés sur le Togo. Tous achètent au Togo aujourd'hui ou au Nigeria. Donc, seul Sipi peut acheter au Bénin. Et madame, imaginez, je vous prends un autre exemple. La loi de finances 2025. On était en train de finir l'étude de la loi de finances quand un député a fait un amendement très insolite qui dit à la fin de la campagne, lorsque les usines de Glo Digwe n'arrivent pas à transformer la quantité, on dit maintenant qu'ils peuvent exporter ces produits-là. Je parle de la redevance. Il y a d'autres taxes. Mais ils sont exonérés de ces taxes-là. Ils peuvent exporter. Mais quand on fait comme ça, qu'est-ce que le pays gagne? Qu'est-ce qu'on réserve au pays? Mais dans le domaine de l'emploi, on dit l'industrialisation devait nous donner de l'emploi. Il n'en est pas un. C'est le Bénin qui paie les salaires. Les chiffres sont pharaoniques. S'il vous plaît. S'il devait savoir combien d'emplois on paie à la base avec les intermédiaires, combien d'emplois on paie avec les paysans, il ne calcule pas ça avec la politique actuelle. Deuxièmement, il y a les exonérations. Moi, quand je regarde tout ce qu'on dit là, je ne vois pas quel est l'intérêt du pays dans l'industrialisation aujourd'hui de Glo Digwe. Je veux qu'on me dise concrètement c'est quoi l'intérêt du Bénin. Quand vous attaquez aux exonérations, est-ce que quand vous serez au pouvoir, vous allez lever ces exonérations? L'exonération par rapport aux impôts, je crois que nous sommes dans une zone industrielle, on ne va pas lever ça. Mais ce que nous allons lever par contre, madame, c'est une usine, elle achète au prix du marché. Ça, c'est des centaines de milliards que les producteurs paient. Ceux qui vendent ne se plaignent même pas. Ils se plaignent trop. Ils disent que tout va bien pour eux. Faux. Enfin, pour ceux qu'on écoute. Ce n'est pas vrai, madame. Ce n'est pas vrai, madame. Au fait, peut-être qu'ils sélectionnent ceux-là qu'ils veulent que vous entendiez. Les paysans sont malmenés. J'ai entendu Kovi la dernière fois, j'ai souri.
il s'est rendu compte lui aussi. Il dit qu'il faut que l'État évite d'arracher les productions des paysans et que c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Et qu'en arrêtant les producteurs, en arrêtant les gens et en saisissant leurs produits, c'est de l'arnaque. Je crois que ça n'a pas de nom, je ne dirai pas plus, madame. Je ne dirai pas plus. Donc, moi, honnêtement, lorsqu'il y a industrie, les paysans devaient voir leurs produits achetés plus cher. Ce que nous, vous demandiez, qu'est-ce que nous, on aurait fait, madame? Je crois que aujourd'hui, les industries n'ont pas la capacité de transformer la production nationale. Pour nous, lorsque la campagne commence, les premières collectes devaient être pour l'industrie. Lorsque la capacité industrielle est atteinte, on autorise maintenant les commerçants à exporter. Ceux qui sont dans le domaine, on les oblige à fournir à l'industrie premièrement. Et lorsqu'on atteint la capacité industrielle, ils peuvent exporter. Mais dire systématiquement que tout ce qui est produit au Bénin va vers l'industrie, alors que cette industrie n'a pas la capacité de transformer, et on oblige encore à acheter à un prix qui n'est pas le prix du marché, je crois que ce n'est pas une bonne industrie. Vous semblez vous plaindre de la situation des producteurs, pourtant ils vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est un dignitaire du pouvoir qui a affirmé cela. Oui, merci beaucoup. Quand je l'ai écouté, j'ai souri. Et j'ai vu que le journaliste qui l'interviewait connaissait mieux la situation que lui, ministre de la République. Parce que cette affirmation n'est pas bonne. Surtout lorsque, et pour nous qui sommes fils de paysans, qui sachons la misère actuelle des paysans, nous pensons qu'il n'est pas intéressant qu'une autorité de ce niveau-là dise ce que nous avons entendu. Parce que quand tu peux vendre ton cajou à 700 francs le kilo et qu'on te le fait vendre à 370 francs, on ne peut pas affirmer que les gens vivent mieux. Donc je pense que c'est exagéré de le dire. Et ce n'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Je connais les zones de production avant, quand les gens finissaient les campagnes, ils construisaient leurs maisons, ils scolarisaient leurs enfants, ils faisaient les mariages, en tout cas, ils arrivaient à répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez qu'avec tous les heureux que la rupture a eu à faire, les entrepreneurs, les jeunes AME et tout, seront de votre avis? Ils sont heureux? Non. La rupture a fait que la misère. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais ils sont unanimes là-dessus. Moi, je ne parle pas le langage de ceux qui, en public, disent autre chose et rentrent dans les couloirs pour raconter autre chose. Il y en a qui font ça? Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Vous avez écouté tout récemment des déballages sur lesquels je ne reviens pas ici. Non. En fait, c'est ça la nature de l'homme. Je ne veux pas dire le béninois. Ils rentrent dans leur couloir, ils critiquent. Et quand ils sont sur la place publique, pour les intérêts personnels. Mais il y a de milliers d'emplois qui sont créés. Il y a
la situation des jeunes AME qui est revue. Il y a assez de choses qui sont faites. Donc, à quel moment vous pensez que... oui, il y a les emplois se créent dans la bouche. Les emplois se créent en avançant des chiffres. Des chiffres qui n'existent pas. Mais lorsqu'on leur demande... Quels sont vos indicateurs déjà? Madame, lorsqu'on leur demande dans quel secteur avez-vous créé l'emploi, on n'arrive pas. Parfois même, ils citent les emplois agricoles. Ce que nos parents font depuis longtemps. Donc, moi je pense que quand on parle des AME par exemple, je pense que le gouvernement doit cesser de penser que les sous qu'ils mettent dans le domaine de l'éducation sont des dépenses qu'ils doivent commencer par intégrer, que ce sont des investissements.